j'ai pas bien compris le rapport entre ça et tout ce que vous avez dit après sur la thymine. Mais parce que cette troisième paire, est-ce qu'elle a été introduite à l'intérieur de la Oui, elle a été introduite dans un plasmide. Comment elle est constituée exactement cette troisième paire? Attendez, je vais vous la remontrer. Donc maintenant, il y a une série de papiers de Floyd Romesberg. Donc en fait, vous voyez, en fait, c'est une paire de bases qui n'a pas de liaison hydrogène. C'est une paire de bases caricaturales dans lesquelles l'interaction est hydrophobe, mais qui a la géométrie Watson-Crick. Donc en fait, il y a un X et Y, mais en fait, c'est une paire très particulière. Par exemple, on ne pourrait pas faire un polymère de ces bases-là et qui reste très stable en double hélice. On peut en mettre deux juxtaposées, mais on ne peut pas faire une véritable combinatoire. D'accord ? Mais néanmoins, quand cette paire est introduite dans un duplex, eh bien, elle est répliquée. C'est-à-dire que si on fournit les deux... En fait, la manière dont il a fait ça, c'est qu'il a un transporteur de nucléosides triphosphate, déoxynucléosides triphosphate. Donc les déoxynucléosides triphosphate, ne pouvant pas être faits dans le métabolisme, sont fournis à l'extérieur et sont transportés et peuvent participer à la réplication puisqu'ils peuvent tout de suite, ils sont substrats de l'ADN polymérase en réponse à des matrices qui sont déjà dans le plasmide. Et il a observé, comme ça, ils ont pu montrer qu'il y avait une dépendance de la prolifération du plasmide, cette dépendance à la présence des triphosphates dans le milieu de culture. Voilà. Donc en fait, nous, ce à quoi on s'est livré, c'est une expérience en largeur, en se disant, la base thymine, combien est-ce que ça prendrait quelle serait la difficulté de la remplacer intégralement, d'accord ? Dans tout le génome, dans Escherichia coli, il y a 5 millions de bases, disons, et la moitié, c'est des paires AT, d'accord ? Donc c'est évidemment, la variation entre un chlore et un méthyle n'est pas très grande, mais il faut que ça puisse s'introduire partout. On n'a plus de Tata Box dans les promoteurs, on a des Clacla Box, etc. Tout change si on introduit une base comme ça, d'accord ? On peut commencer la discussion générale si vous le souhaitez. Donc, oui. Ah oui. Les efforts de Greg Venter pour créer une vie à partir d'éléments complètement minéraux n'ont rien à voir avec ça, puisque ce qu'il a fait, c'est prendre de l'ADN qui était déjà tout à fait constitutif d'une bactérie et simplement l'introduire dans l'ADN un peu simplifié de bactéries, l'introduire dans un cytoplasme d'une bactérie qu'on a privée de son ADN. Oui, mais je crois que la démonstration de Venter a quelque chose de vraiment historique, parce que même s'il y a eu un remplacement et que le cytoplasme était organisé par le chromosome antécédent, etc., c'est quand même une prise en charge complète. Vous me direz peut-être que du temps de Volman et Jacob, quand ils avaient de la conjugaison et qu'il y avait tout un chromosome qui passait dans le cytoplasme, le chromosome était complètement remplacé. On sait par conjugaison bactérienne qu'on peut faire ça depuis très longtemps. Bon. Mais là, il s'agissait d'un objet chimique. D'accord, même si on s'est servi d'enzymes. C'est un chromosome allégé qu'il a utilisé. Oui, il a essayé un certain nombre de combinaisons. Oui, c'est vrai, mais c'est un chromosome allégé. Mais par exemple, les prochaines versions qui arrivent, ça va être un chromosome encore plus allégé que ça, puisqu'il y a des codons qui vont être libérés. D'accord, on voit arriver ça dans 3-4 groupes, c'est-à-dire que pour spécifier 20 acides aminés, on n'a pas besoin de 61 codons. D'accord, on peut le faire avec 30 codons peut-être. Donc ça va libérer des codons. Et ça, il y a plusieurs groupes qui sont à l'œuvre. Il y a le groupe de Church, mais il y a Venter qui fait ça. Il y a Jason Chin qui fait ça. Donc en fait, ça s'appelle le recodage. Et donc on va se trouver justement, c'est l'avis caricatural dont je parlais au début, c'est-à-dire que on voit jusqu'où on peut aller trop loin. Ça n'allait pas de soi qu'on puisse libérer des codons comme ça. Mais en fait, on s'aperçoit, quand ils font ça sur 100 KB, etc., que ça passe très bien. Donc en fait, la robustesse est suffisamment grande pour qu'on ait je crois qu'il y aura un talk sur la reprogrammation et la resynthèse des génomes. Mais je pense que là, du point de vue de la démonstration, du point de vue de la chimie, si vous voulez, du point de vue de la biologie, on peut se dire, bon, ce qu'a fait Venter, c'est pas encore. Mais par contre, il a vu clair, il a dit qu'il faut synthétiser entièrement les génomes, parce qu'au début, les gens disent non, on va faire du patchwork, etc. Et la synthèse totale d'un objet chimique qu'on appelle un génome et son introduction dans le cytoplasme, je crois que c'est un cap décisif du point de vue de la synthèse. C'est fantastique, moi j'ai toujours pensé que c'était... Notre question ? On va y revenir. Je sais pas.
veut intervenir encore sur ce... On peut... sur cette discussion générale, quand même, effectivement, le sujet de cette session était l'évolution. Évidemment, résoudre l'évolution en 15 minutes, c'est un peu prétentieux, mais on peut quand même essayer d'en discuter. On a vu donc 3 orateurs qui ont présenté des aspects complètement différents des résultats ou des moteurs de l'évolution, dont notre dernier orateur. Une des choses qui me frappe, moi, personnellement, peut-être pour lancer un peu la discussion, c'est qu'on a parlé, en particulier le dernier orateur, d'une évolution très du possible, mais pas forcément de l'évolution du possible que la nature a faite. C'est le possible des possibles. Quand on voit ce que la nature a fait, on commence à avoir l'idée aujourd'hui que, en fait, l'évolution de la nature est énormément contingente. J'ai apprécié l'argument qu'on est constamment imparfait. Évidemment, si on veut évoluer, il faut être constamment imparfait. Ça tombe, c'est un peu une tautologie. Mais ce qu'on voit de l'évolution naturelle, c'est qu'elle est extrêmement contingente, au sens où les innovations, dont certaines ont été illustrées d'ailleurs récemment au niveau des innovations chimiques, les innovations équivalentes sont largement l'effet d'accidents de type transfert de gènes, introgression, différentes sortes d'événements imprévisibles et imprévus et non reproductibles qui se sont produits à un moment, ont eu une conséquence, ont fabriqué une nouvelle lignée qui ensuite est passée dans l'aspect un peu qu'on a décrit, un peu epsilon vers 1, qui est un peu l'évolution qu'on voit là ici. Donc en fait, on est sur 2 notions différentes. Je crois qu'il est important de clarifier. Alors, je ne sais pas si les gens veulent discuter de ça ou discuter d'autres choses. La discussion, c'est pour tout le monde. Moi, je commence simplement mon raisonnement ici pour essayer d'initier un peu la façon dont on pense à ce qu'est l'évolution naturelle et ce qu'on pourrait faire en évolution artificielle. C'est là, justement, je crois que Leibniz est vraiment important parce qu'il a parlé des pièces biologiques s'entendaient avec les lois. Et en fait, il a parlé de la compossibilité des mondes. La compossibilité des mondes. Donc d'abord, il a dit qu'il devait y avoir une espèce de grammaire universelle pour exprimer tous les concepts. Alors, c'était assez ésotérique, mais en fait, on s'aperçoit que cette idée-là est devenue informatique, quoi. Et puis, on a vu la biologie, à mesure que les lois ont été découvertes, devenir de l'informatique d'une certaine manière. Ou en tout cas, même si ce n'en est pas, notre façon de nous représenter l'expression génétique ou la transmission de l'information génétique, c'est très informatique. Bon. Et en fait, ça, c'est une phrase assez audacieuse de Pangloss. Vous savez qu'il a été moqué en France, où en fait, tout ce qui est possible exige d'exister. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'existence qui sont compatibles, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, en biologie de synthèse et dans les contingences qui ne sont pas les contingences naturelles dont on parlait justement, les contingences artificielles qui seraient de ne pas... Elle sera retenue contre nous. Et que nous on ne sait... Ah ouais, pardon. J'ai l'impression d'être à la télé. Dans ces contingences que nous pouvons choisir, il y a des contingences qui pourraient justement consister à faire que la prolifération ne puisse pas se faire partout, que les organismes ne sachent pas se débrouiller avec le métabolisme humain et être moins infectieux, etc. D'accord ? Nous sommes maîtres des contingences. On ne peut pas programmer l'évolution à venir. Enfin, un jour viendra peut-être, mais ce n'est pas demain la veille. En tout cas, on peut déjà guider la navigation des espèces dans des milieux contrôlés avec des moyens de plomberie, disons, de fluidique extrêmement simples. Donc, est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ou continuer ou poser d'autres questions? Oui. Moi, j'en aurais une après. Il y a une possibilité de faire tel ou tel choix chimique. Ceux qui ont été faits, avec ces autres possibilités qui subsistent, montrent la robustesse extraordinaire du système vivant. Parce qu'il est stable. Il varie, mais il varie faiblement.
Virgile a répondu à Madame Le Douarin. Virgile fait dire à Énée que Rome fut difficile à bâtir pour les Romains. C'est ce que Virgile fait dire à Énée dans l'Énéide. Et donc, les contingences dont parlait M. Marlière, les difficultés que vous évoquez, elles ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles nous laissent la possibilité de les affronter à condition d'en avoir le courage. C'est ce que dit Virgile déjà dans l'Énéide. Bon, après, c'est un peu dur de poser une question à part ça, mais je voulais poser une question à Louis. Quand il regarde, est-ce qu'il a regardé les fréquences alléliques des mutations qui donnent des différences de ces IQTL? Est-ce que les variants qui sont faible fréquence dans la population sont plutôt activateurs ou plutôt qui vont baisser les taux de transcrit? Est-ce qu'il a regardé ça? Est-ce que tu as regardé ça? Dans la question, c'est les variants faibles, à faible fréquence dans la population, s'ils vont faire quoi? S'ils vont avoir une influence à niveau de la population? Non. À niveau de l'individu, oui. Non, est-ce qu'ils augmentent le taux de transcrit ou est-ce qu'ils baissent le taux de transcrit? Parce qu'en ayant étudié aussi cette population à travers le séquençage de l'exome, on a pu regarder les fréquences faibles à niveau individuel. Et la plupart des mutations codant qu'on voit, c'est plutôt diminue la quantité de transcription. Parce que sont codants. On n'a pas les génomes. On ne sait pas si les mutations rares dans les promoteurs, ce qu'ils font, parce que là, il n'y a pas le séquençage complet. Oui, j'ai une question pour Louis. C'est une question extrêmement naïve parce que je ne fais pas ce genre d'expérience. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'épigénome et sur quel gène vous regardez ça? En gros, c'est une puce de méthylation qui couvre environ 490 000 sites CPG, en théorie distribués dans le génome d'une façon plus ou moins homogène, en couvrant des gènes, des régions régulatrices, des énonceurs et compagnie. Il y a un léger biais pour une couverture des gènes, et il y a un gros ce qu'on fait, c'est ils vont interroger le niveau de méthylation. Après traitement de ces données, évidemment, il faut faire tout un traitement, que les sons ne tombent pas dans des régions qu'on sait qu'il y a des mutations dans l'ADN, parce que vous aurez une hypométhylation qui n'a rien à voir avec une hypométhylation, mais c'est juste que la sonde ne s'est pas attachée. Mais voilà, j'ai répondu à... C'est Odile qui parle, je pense. Odile. Merci, Louis. Une autre question à Louis. Est-ce qu'on a un inventaire exhaustif des gènes où il y a une introgression de Néandertal? Et deuxième question, finalement, Denisova s'est basé sur un individu. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres introgressions par d'autres hominidés? Je ne sais pas si on peut détecter ou pas. La première question? Est-ce qu'on a un inventaire complet des... Oui, il faut dire que je parle que des résultats qui sont intéressants et positifs. Il y en a beaucoup qui donnent rien. Et ce que j'ai oublié de dire, mais c'est hyper important à savoir, c'est que dans les régions géniques, nos génomes humains modernes sont déplétés en néandertalitude, si je peux parler comme ça. C'est-à-dire, c'est 2-6% d'origine néandertale qu'il y a dans nos génomes, c'est principalement hors les régions géniques. Donc il y a une espèce de purge pendant le mélange homme-néandertal pour tous ceux qui rentraient de Néandertal et qui touchaient des gènes, en gros. Cependant, ça c'est à nouveau, c'est un profil général. Il y a des gènes et des régions géniques, comme j'ai montré, qui peuvent aller à 67% d'origine néandertale,
oui, on a une cartographie, mais ça, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est un groupe de Harvard qui a fait une cartographie de cette Neanderthal ancestry dans le génome humain, basée sur un Néandertal à nouveau, que c'est celui d'Altaï. Il y en a plus de 10 déjà séquencés. Et par rapport à ta deuxième question sur Denisova, il y a beaucoup à découvrir parce que toutes les inférences qu'on fait de l'origine dénisovienne chez notre génome, c'est basé sur une phalange dans une région qu'ils ont trouvé cette Denisova où toutes les populations à côté ne montrent aucun mélange avec Denisova. Il faut faire 6000 km vers le Denisova. En gros, c'est en Asie centrale vers le nord, en Sibérie plus ou moins. Et les premières populations qu'on trouve mélangées, modernes, avec Denisova, c'est en Mélanésie et au sud-est asiatique. Et de 3, je finis, par rapport à ce qu'il y a des traces dans nos génomes d'anciens hominidés qu'on ne connaît pas, la réponse c'est de plus en plus, on trouve des traces dans les génomes des Africains qui seraient introgressés d'autres hominidés que simplement on ne les connaît pas parce qu'on ne les a pas trouvés. Donc la réponse est oui. Amène à la pause. Ceci nous mène À la pause. à la pause. Et encore une question par là-bas, oui. Oui, pour revenir au débat de tout à l'heure, donc si j'ai bien compris, tout s'est passé au début, puisqu'il fallait, le plus difficile était d'arriver à l'epsilon. Donc j'imagine qu'il a dû y avoir plusieurs epsilon. Ouais, bien sûr. Comment sait-on qu'il y en a eu finalement, et est-ce que les autres n'ont pas été éliminés par processus darwinien dès le départ? A-t-on connaissance qu'il y en a eu plusieurs? C'est fortement supposé, mais je dirais que quand on voit progresser l'élaboration ou l'évolution dirigée des aptamères, on se trouve quand même maintenant dans le labo de Jerry Joyce avec une ARN polymérase qui est faite en ARN. Il y a plusieurs groupes qui sont en train de l'améliorer, qui incorporent les bases une par une, quand même. Donc le Graal là-dedans, c'est bien sûr qu'elle arrive à faire une copie d'elle-même ou quelque chose comme ça. Donc l'epsilon, ça a été en l'occurrence une activité ligase. Prendre deux bouts comme ça et arriver à les coller avec un lien. Maintenant, la sophistication avec des cribles sélectifs. Bon. Donc après, il y a bien entendu beaucoup d'hypothèses concernant la nature même du support génétique. Est-ce qu'il y avait d'autres sucres? Est-ce qu'il y avait des choses... On ne connaît pas de système chimique autre que les acides nucléiques capable de faire du templating comme ça, je ne sais pas comment on dit en français. Mais beaucoup de gens sont en train de chercher ça. C'est-à-dire, à part les acides nucléiques, bien sûr, tout autour des acides nucléiques, il y a énormément de bases différentes, de variations de base ou de variations de sucre près du ribose, des oxyriboses, qui sont capables de faire des doubles hélices, mais des systèmes qui n'ont chimiquement rien à voir, on n'en connaît pas encore. Tout le monde pense qu'on va en trouver. Donc l'hypothèse que vous émettez là est très considérée. Là, je crois que dans le domaine, on estime qu'on aura un système capable une réplicase capable d'ici 2020. Tout le monde pense qu'on aura ça là. Donc ce qui est quand même un cap intéressant, quoi. Je voulais peut-être revenir sur la remarque de Madame Le Douarin concernant la robustesse. Je crois que c'est une question, effectivement, on doit constater la robustesse des systèmes qui évoluent. Mais une question qui est très intéressante, c'est de se demander comment cette robustesse, si ce n'est pas une condition justement de l'évolvabilité, comme on dit, cette robustesse, et comment à ce moment-là on aurait des sélections, pas juste des phénotypes immédiatement, mais aussi des mécanismes qui permettraient à certains phénotypes de survenir ou d'être anticipés ou je ne sais pas quoi. Je crois que c'est une question très très intéressante en génétique. J'aimerais bien entendre le point de vue des généticiens sur l'acquisition de la robustesse et pourquoi les systèmes vivants sont si robustes. Je pense parce qu'ils génèrent de la diversité, tout simplement. Un système qui génère de la diversité par nature assure une forme de robustesse, quelles que soient les situations. Donc il faut que le système, dès le départ, et le sexe, puisqu'on parlait de sexe ce matin, évidemment, est un système qui permet de générer et de maintenir de la diversité.
Oui, mais on pourrait avoir une diversité qui serait très très fragile, très friable. Mais si elle se régénère, enfin, elle Je s'auto-alimente. ne crois pas que ça réponde à la question.